Cette 9e édition donc, du mois de l'innovation, il y en a 8 auparavant sur différents aspects qui couvraient l'innovation, elles ont quand même ce dénominateur commun, même si chaque année on a souhaité mettre un focus sur certains aspects. Les années précédentes, ça pouvait être le développement durable, ça pouvait être les relations avec le monde de la technologie, les universités. Et donc cette année, c'est le financement d'innovation. Mais ce qu'on souhaite comme dénominateur commun, c'est d'être au plus près des problématiques des entreprises. Et rien de mieux que d'avoir des témoignages d'entreprises pour étayer nos points de vue. Donc on aura des témoignages d'entreprises, mais bien évidemment avant, il faut savoir camper le décor. Alors avant de préparer cet après-midi, j'ai regardé un petit peu l'historique sur des mots qui peuvent sembler un petit peu exotiques pour certains d'entre nous. Le crowdsourcing, le crowdfunding, qu'est-ce que c'est Le crowdfunding, si je traduis, ça veut dire financement par la foule. Qu'est-ce que ça veut donc bien dire? Bon, on va en parler tout à l'heure, j'insiste là-dessus. Sauf que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie dynamique de fond qui est engagée. Et si je remonte, non pas 20 ans, non pas 10 ans, mais 7 ou 8 ans, dans ce qu'on a pu constater sur ces financements, on voit qu'il y a 6 ou 7 ans, c'était hier, on avait à peu près un petit milliard de fonds qui étaient mobilisés dans le cadre de cette action. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2-3 ans, on était passé à 6. Ce qu'on voit, c'est que l'année dernière, on était passé à 16. Et les projections, qui ne sont que des projections, qui valent ce qu'elles valent, permettent d'escompter de l'ordre de 100 milliards. Donc vous voyez, il y a vraiment une dynamique de fond et on pouvait vraiment ne pas passer à côté effectivement d'avoir une intervention par rapport à ça, sachant que le crowdfunding, c'est quelque part différentes modalités d'intervention. On peut parler de dons, hein, ça c'est un aspect qui existe. Ça peut être un financement sous forme de prêt, comme pourrait l'accorder une banque, et puis ça peut être aussi des interventions au capital des entreprises. Je vais vous prendre rapidement un exemple qui s'est déroulé il y a une petite dizaine d'années. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Grégoire, donc, qui effectivement était un peu précurseur dans cette approche-là, puisqu'il était passé par une plateforme qui s'appelait My Major Company, donc qui est intervenu dans quelqu'un qui va témoigner dans un instant, pour effectivement lancer son disque. C'était quoi? C'était 70 000 euros qui avaient été mobilisés et qui ont permis, en moins de 2 mois de collecte, de pouvoir ensuite lancer un album qui s'est tiré à 1 200 000 exemplaires. En termes de retour sur investissement, parce que c'est du financement participatif, une mise de fonds a occasionné une multiplication en termes de bénéfices de l'ordre de 20 fois la mise de départ. Donc vous voyez, c'est quand même assez puissant. Donc ce qu'on va essayer maintenant, c'est de rentrer un petit peu dans les détails pour que ces actions qui sont de plus en plus prégnantes et de plus en plus appliquées au niveau des entreprises, et quoi de mieux que d'avoir quelqu'un de l'IAE, je pense à Philippe Desbrières que je vous ai rapidement présenté. Philippe Desbrières, j'ai regardé un peu son historique, je vais être très, très concis parce que ça nous aurait emmené assez loin. Donc Philippe, vous êtes professeur des universités, à l'Université de Bourgogne. Vous exercez diverses responsabilités au sein du CREGO, le Centre de recherche et de gestion sur les organisations. Votre domaine d'intervention, ce n'est pas le seul, mais c'est celui sur le financement d'entreprises. L'entrepreneuriat, le capital investissement, on est complètement au cœur du sujet. Vous êtes un entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur parce que vous avez participé à la mise en place de diverses formations au sein de notre université. Je pense au Master Finance à l'IAE, je pense aussi à l'école doctorale Économie-Gestion. Je ne vais pas être trop exhaustif, comme je vous ai dit, la liste est extrêmement longue. Donc ce soir, vous êtes des nôtres pour nous parler du financement de l'innovation, mais on a souhaité aussi parler aussi de l'innovation dans le financement. Je crois qu'on est à la veille d'opérations de créativité, ce n'est pas sous-tendu que par la technologie, et je pense que ça c'est un point qui est important, et il va nous en parler, et je vous propose donc de l'accueillir, Philippe Desbrières, et peut-être de l'applaudir. Bien. Donc merci
Merci Didier, merci Madame Duroy. Je vous remercie tous les deux de m'avoir invité à participer à cette manifestation. Alors j'ai un petit peu travaillé pour vous faire un peu un topo de ce que l'on peut dire en matière de financement de l'innovation et puis se poser la question de savoir quel est le degré d'innovation de ces financements. Alors, commencer par l'innovation, bien évidemment, mais sans en faire trop, puisque on est à la 9e édition du mois de l'innovation, et il y a eu bien des discours de portée sur l'innovation. Ce qui est important, c'est de comprendre l'importance de l'innovation. C'est la seule manière de construire un avantage concurrentiel durable. Sinon, si on n'arrive pas à avoir un avantage concurrentiel basé sur l'innovation, on en est réduit à construire une stratégie type domination par les coûts, qui a été développée il y a quelques années en stratégie. Mais ceci est complètement mortifère. On sait que la différenciation n'existe plus, c'est presque une politique marketing, maintenant c'est plus une stratégie. La différenciation, l'avantage concurrentiel construit sur la base de la différenciation est totalement imitable. On sait qu'on va être imité. La question est quand. Et donc, tout l'art de l'entreprise est de construire des barrières à l'imitation, mais basées sur l'innovation. D'accord ? À partir de connaissances, de compétences qui sont à l'origine de la construction de cet avantage concurrentiel. Donc ça, c'est très important. Et plus elle est disruptive, cette innovation, plus elle confère à l'entreprise qui l'a portée, cette innovation, un avantage concurrentiel durable. Voilà. Alors maintenant, passons... Alors, je pense que tout le monde connaît cela, maintenant c'est presque... Enfin, j'espère acquis. On va parler un petit peu plus financement. Et la question, c'est comment financer, que faire quand on a un projet innovant à financer. Alors un projet qui peut se transformer en start-up, en entreprise. Et puis, quelle est la part d'innovation dans ces financements. Voilà. Alors je me suis servi d'un MOOC. Les MOOC, c'est assez fabuleux. Je me suis servi d'un MOOC qui a été construit par l'IAE de Montpellier. Alors j'ai participé à l'aventure en le testant, mais je ne suis pas à l'origine de la création. Et je trouve qu'il est très bien fait. Alors, plutôt que de refaire des choses qui ont été déjà très bien faites par ailleurs, et je revendique la paternité, donc j'attribue la paternité de ce MOOC à l'IA de Montpellier. Donc il y a 3 phases. Il y a, avant même la construction du business model, on passe de l'idée au concept et puis ensuite au projet. Mais il y a toute une phase d'incubation qui est nécessaire. Alors d'où le rôle des incubateurs qui sont là pour accompagner les entrepreneurs et avant d'entamer la phase d'amorçage, bien évidemment. Donc ces 3 phases sont assez essentielles. Elles peuvent être plus ou moins longues les unes par rapport aux autres et le processus peut être plus ou moins rapide dans son ensemble. Mais assez vite viennent les projets de financement, la question des besoins de financement, pardon. Alors ces phases dans le processus sont assez importantes. C'est là qu'il y a le plus d'abandon. Parce qu'il faut tester, il y a des risques d'asymétrie d'information. Il faut toujours un leader et puis il faut une équipe. Il faut croiser les compétences. Et ce n'est pas évident de former une équipe qui soit très très complémentaire. Il y a des risques élevés, d'échecs, de conflits, de multiples... Alors, quand on va dans les secteurs type biotech, on a des dimensions technologiques qui sont tout à fait importantes. Et puis, quand on crée la société, on est une entreprise nouvelle, émergente. Même pour ceux qui veulent bien nous financer, se pose la question de la liquidité des titres. Quand on crée une société et qu'ils montent à bord, qu'ils participent au capital, se pose un capital investisseur, un financier, pense à l'entrée, c'est évident, mais il envisage dès l'entrée les conditions de sortie. Et l'absence de liquidité des titres de ces startups peut poser problème. Voilà. Alors donc, on a un certain nombre d'investisseurs, de financiers, d'intervenants dans le financement de ces entreprises innovantes, quel que soit leur stade de développement, et plusieurs sources de financement existent. Alors on verra qu'il n'y a pas de financement idéal, il n'y a pas de financement universel, mais on parlera plutôt d'un mix. Il s'agit
compléter, de mobiliser des ressources complémentaires. Et du privé, des banques, des business angels, de capital investisseurs, mais aussi du public. Il y a tout un tas d'aides. Et j'avais lu une étude selon laquelle la France était le pays d'Europe continentale où les entrepreneurs innovants étaient les plus soutenus par les aides publiques. Et c'est tout à fait central, important. Alors voici le cycle. Alors bon, c'est une représentation possible parmi d'autres. Vous voyez qu'il y a la phase de R&D, conception, la première phase. Alors pour revenir à ce MOOC, il a été construit, bon, l'IAE de l'Université de Montpellier a obtenu un LabEx, on revient au financement public, pour encourager l'innovation, qui a été à la base de la création d'un master de gestion d'entreprises innovantes. Et donc, ils utilisent énormément ce MOOC. J'ai pas fait tourner mon chronomètre, vous me direz. Ils ont utilisé ce MOOC pour former leurs étudiants en formation initiale ou alternance ou formation continue. Et donc, il ouvre en novembre. Donc, si vous êtes intéressé par ce MOOC, il suffit de vous inscrire. Il est gratuit puisqu'il est financé par des fonds publics. Vous pouvez même jouer. Et surtout si vous avez un projet de création d'entreprise, ça deviendra réel. On vous aide à construire un pitch, et puis ensuite il y a un concours, et vous êtes porté, vous êtes coaché par des professionnels de la gestion, par des entrepreneurs, par des financeurs de l'activité innovante, et c'est une expérience tout à fait passionnante. Alors il en existe d'autres, mais j'aime bien celui-ci, puisqu'il m'est proche d'un point de vue affectif. L'affect se joue toujours. Voilà. Alors dans la première phase de R&D conception, on parle de bootstrapping. Alors il y a des termes, surtout chez les financiers, on aime bien parler anglais, mais il faut toujours bien leur demander ce qu'ils entendent par le terme en question. Donc Love Money, bon, Love Capital, Love Money, c'est que tout le monde connaît, c'est le financement mobilisé auprès d'amis, de la famille, etc., à divers titres. Mais le bootstrapping, alors moi je connaissais une méthode économétrique qui s'appelait le bootstrapping, mais c'est pas du tout ça, on va voir ce que c'est tout de suite. Donc je vais faire quelques focus, comme le crowdfunding. Alors M. Micard évoquait une famille, il n'y a pas un seul type de crowdfunding. Et puis on va évoquer tout cela. Et vous voyez que selon les phases, ces financements se superposent, peuvent plus se compléter que se concurrencer. Et il faut jouer cette complémentarité et ce mix, à tout moment d'ailleurs. Alors le bootstrapping, qu'est-ce que c'est? Bootstrapper désigne le fait qu'on essaye de fonctionner en minimisant le moins possible de ressources. Même, moi j'ai un ami entrepreneur, c'est sa femme qui a financé, lui c'était 0 salaire, il ne se versait rien, et heureusement qu'il y avait un deuxième emploi familial pour tenir le choc de la phase innovation, conception-innovation. Donc on se place dans une logique d'économie dans ce contexte. La ligne directrice, c'est de faire le maximum avec le minimum. Alors ça c'est un discours managérial, mais qui est très explicite. Alors quels sont les... Ah zut, mais ce que j'avais mis en gras, ça n'a pas été repris en gras là. Il y a plusieurs sortes de bootstrapping. Il y a l'utilisation des ressources liées à l'entrepreneur. Alors je parlais du salaire du conjoint, mais ça peut être son salaire. On peut très bien développer un projet entrepreneurial innovant en étant salarié de l'entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez la société Image, qui est une ancienne société qui a 20 ans maintenant, qui a été reprise par une multinationale, le numéro 1 mondial, parce qu'Image était devenu numéro 1 en Europe. C'est de l'intrapreneuriat. Je crois que c'était chez Péchinet. Et puis un cadre, un ingénieur des arts et métiers, a eu une idée pour graver de l'encre sur des surfaces fragiles. Toutes les dates limites de vente ou de consommation, par exemple sur les œufs, c'est eux. Et donc la société a dit, bon allez-y, vas-y. Ils lui ont donné des moyens, une équipe, des locaux, etc. Et il est passé de l'idée du concept au projet, puis au prototype, l'expérimentation, puis il a créé une entreprise qui a été assez rapidement introduite en bourse, puisque ça ne faisait pas partie des métiers de base, du core business de l'entreprise qui avait abrité cette innovation.
Et donc là, c'est un moyen de partager des ressources avec d'autres entreprises. Et il était toujours salarié, et puis son job, c'était devenu de développer cette innovation. Et l'entreprise porteuse, d'ailleurs, a gagné beaucoup d'argent quand elle a introduit ce qui est devenu une société qui a été créée en bourse. Voilà. Donc je ne vous fais pas de la lecture de mon PowerPoint, d'ailleurs je pense qu'il pourra vous être communiqué sur demande. Et puis non, c'est moi qui fais le... Non. Peut-être les micros, je suis trop près, ça l'arsène. Maintenant, on arrive, il y a beaucoup de bon sens dans ce jargon nord-américain. On peut parler aussi d'optimisation de ressources liées aux ventes. Bon, il y a beaucoup de bon sens, de l'art de la gestion. On est déjà dans la gestion, l'entreprise est créée, elle a déjà ses premiers clients, elle se développe. Et puis idem pour la gestion stricte des coûts et des investissements. Je vous donne ce que j'ai pu trouver concernant traitant de bootstrapping. Privilégier les charges plutôt que les investissements, l'actif qui introduit des financements longs par exemple, donc location, crédit bail plutôt que l'acquisition, de l'occasion plutôt que du neuf, mais bon, tous les managers, tous les entrepreneurs qui sont là, pour eux c'est un truisme. Alors concernant un exemple mythique pour la première famille de bootstrapping, utilisation des ressources liées à l'entrepreneur. Alors il y a le mythe de la création d'Apple par Steve Jobs et Steve Wozniak, j'écorche toujours son nom, alors Steve Wozniak a dit qu'après c'était une fiction. Que dans le garage des parents, ils avaient plutôt rêvé, conçu intellectuellement, que mis en place les premiers prototypes. Mais bon, malgré tout, il y a eu de l'activité créatrice dans la maison familiale de la famille Jobs. Voilà. Alors on revient au schéma, on a vu le bootstrapping. Le love money, c'est le capital que l'on peut qui est mobilisé sur la base de l'affect, de la relation affective qu'on a au sein de la famille ou d'un réseau amical. Et maintenant, on va arriver très vite au crowdfunding. Et vous voyez qu'il y a une distinction sur la première phase, recherche, développement, conception, phase d'impulsion, on parle de reward, based crowdfunding. Et puis l'equity crowdfunding ne vient que dans un second temps. En même temps ou en complément que les business angels d'ailleurs. Mais puis même les business angels peuvent glisser. Il n'y a rien de normatif là-dedans, c'est pour structurer le raisonnement. Alors concernant le crowdfunding, alors comme cela a été dit précédemment, on fait appel à la foule pour financer son projet. Une foule souvent d'anonymes, mais avec lesquels on peut discuter. Si vous allez sur les plateformes de crowdfunding, je vous cite un certain nombre des principales plateformes qui existent en France et qui se sont développées d'ailleurs aussi pour certaines à l'étranger, on interagit. Vous avez le nombre de clics, alors il y a un pitch, c'est-à-dire une petite vidéo de 3 à 5 minutes, il faut accrocher l'investisseur. On vend l'idée, on vend le concept. On ne vend pas le projet, on ne va pas trop dans les détails, parce qu'il y a toujours le risque d'imitation qui est là, et ce serait dommage de se faire imiter tout de suite parce qu'on se porte sur le marché. C'est une sorte de marché organisé. La plateforme, elle joue le rôle que le système de cotation des actions d'entreprise, coté CAC 40, etc., fait en bourse pour le marché boursier. Là, c'est un petit peu pareil. On a une plateforme qui est une sorte d'institution qui donne ses règles du jeu. Elle accueille, elle accepte de côté des projets, d'introduire, de porter des projets, puis qu'elle met à disposition de la communauté des investisseurs. Voilà. Donc on associe de nombreux partenaires, de nombreux participants, qui sont souvent des personnes physiques, mais qui peuvent être des épargnants, des investisseurs, qui peuvent être aussi des entrepreneurs, et il y a aussi des sociétés qui participent à la levée de fonds. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est une sorte de test, ce financement par crowdfunding, quand on va sur ces plateformes. On voit si l'idée plaît, si ça accroche. Il y a des espaces qui sont réservés sur ces plateformes à la communication. Vous pouvez échanger avec l'entrepreneur, lui poser des questions. Et c'est complètement public et l'entrepreneur vous répond et toute la communauté peut voir les réponses. Et donc il y a une co-construction, parfois il y a une évolution du projet venant de cette
de ces échanges. Donc il n'y a pas que une dimension financière, il y a une dimension connaissance et qui peut impacter la base de connaissances sur laquelle repose l'innovation. Donc c'est ça le crowdsourcing. C'est profiter de la foule pour mobiliser non pas des ressources financières uniquement, mais des ressources cognitives qui vont être mobilisées pour le projet. Alors il y a plusieurs acteurs. Il y a le porteur de projet qui se porte sur la plateforme, qui se présente à la communauté. Il y a les sponsors, quels qu'ils soient, personnes physiques, morales, etc. Et puis il y a la plateforme, l'interface, qui joue le rôle d'institution. Et qui est rémunérée, bien évidemment. Comme on dit en bon français, il n'y a pas de repas gratuit, donc c'est un service financier qu'apporte la plateforme. Et elle est rémunérée sur la base d'une commission. Alors les plateformes, 4 types, comme le disait M. Micard, la plateforme de dons. Alors là, vous donnez, vous savez que vous vous supportez, vous n'aurez aucun retour. Il y a la plateforme qui est basée sur la contrepartie, la plateforme qui est basée sur le prêt. Donc vous prêtez et vous serez remboursé, il y a un contrat de prêt. Vous participez. C'est comme un emprunt obligataire, sauf que ce n'est pas sur le marché financier que ça se fait, c'est sur la plateforme. Et donc il y a un contrat qui est passé. Et d'ailleurs, toutes ces plateformes, à partir du moment où elles ont plus de 100 investisseurs qui participent, elles doivent se faire agréer par l'AMF. Elles sont considérées comme faisant appel public à l'épargne. Et puis le modèle basé sur l'achat d'actions. Donc ça, c'est l'equity crowdfunding. On achète des titres de propriété. Alors c'est plutôt le reward-based et l'equity crowdfunding qui sont particulièrement mobilisés par les investisseurs, enfin les porteurs de projets innovants qui vont se présenter à la communauté, à la foule, pour lever des financements. Alors un exemple de reward-based, alors ce n'est pas un projet innovant, c'est la création, alors je ne me rappelle plus du nom de la petite ville en Belgique, d'un restaurant qui repose sur le principe de l'alimentation saine, fraîche. Tous les ingrédients sont renouvelés chaque jour, en circuit court et bio. Et puis ils visent la proximité. Et donc ils font une levée de fonds, et puis ils disent, voilà, vous nous donnez 5 €, eh bien on vous dit merci, et puis on vous offre une soupe. Voilà l'échange. La compensation, la contrepartie. Pour 15 € et plus, c'est la même chose, plus un super badge, je ne les ai pas vus, un sticker mammouth. Et puis pour 70 € et plus, là on en rajoute une ou deux couches avec un beau sac bien designé et des invitations à la soirée d'inauguration. Donc voilà le mode de fonctionnement d'une plateforme qui repose sur le reward-based crowdfunding. L'entrepreneur lève les fonds et puis ensuite, une fois que le projet est mené à bien, il offre les contreparties à la foule qui a répondu à sa demande. Alors, d'un point de vue technique, il y a 2 types de contrats qui se sont développés et qui maintenant sont consacrés. Il y a le capital, même si l'entrepreneur se donne un objectif pour atteindre une somme nécessaire au financement de son projet, eh bien, même si le montant n'est pas atteint, on lui donne quand même, la plateforme lui verse quand même les sommes collectées. Et puis autrement, on a le modèle all or nothing, tout ou rien. Si on atteint la limite, voire si on la dépasse, on donne. Et si on n'atteint pas la limite minimale que les entrepreneurs avaient fixée, eh bien, l'argent est remboursé, elle retourne à la foule. Et donc, il est important de bien dimensionner, de bien étudier le montant dont on a besoin. Je suis allé ce matin sur la plateforme WeSeed, qui est considérée comme la plus importante en France. Et il y a un projet, un des derniers, si vous y allez, c'est le 2 ou 3e plus récent. Et une imprimante numérique, comment ça s'appelle ? Les imprimantes 3D, merci, dans un cadre chirurgical, pour développer des prothèses, tout un tas d'outils. Et eux, ils demandent 2 millions d'euros. Enfin non, ils demandent 1 million minimum. L'objectif est de 2. Et puis, vous voyez, alors le nombre de personnes qui ont cliqué, qui sont allées voir le pitch, le nombre, il y
Il y a 2000 en quelques jours, il y a 2000 personnes qui sont allées regarder le pitch. Il y a plus de 500 échanges, personnes qui ont communiqué avec les entrepreneurs. Enfin, c'est assez incroyable. C'est très vivant. Alors, c'est un mode de financement à grand succès. Le ticket d'entrée, il peut être très très faible et vous pouvez avoir le plaisir de participer au projet. Alors, mon discours est davantage centré sur l'entreprise innovante, le projet innovant, mais vous avez des plateformes de crowdfunding qui marchent pour tout. Un artiste qui veut lever des fonds pour financer son disque, il y a des ONG qui développent, qui présentent des projets, enfin, on a tous les secteurs d'activité. Le restaurant dont je parlais tout à l'heure, bon, c'est une innovation concept ou une innovation produit, mais pas technologique. Et puis, ça permet de lever des fonds. Alors, plus vous êtes dans la sphère industrielle, plus il est important de lever régulièrement des fonds. Et vous avez des entrepreneurs qui reviennent régulièrement, comme ça se fera plus tard avec les capitals investisseurs, qui vont participer à de nouvelles levées de fonds, à de nouveaux tours de table. Donc, on a un petit peu le même raisonnement qui vient. Sauf que là, ce n'est pas un raisonnement en gré à gré avec un capital investisseur. On a la foule devant soi et on arrive à n'en connaître que quelques-uns, ceux qui nous écrivent et qui demandent de l'information. Alors, comme je vous le disais, c'est un peu une dimension test qui est très intéressante. Et quelque part, c'est un moyen aussi de tester sa communication. Il y a la valeur, il y a la promesse de valeur qui est affichée, sur laquelle la foule peut réagir, mais il y a aussi la communication. L'emballage. Et puis il y a le contenant. Il y a le contenant et le contenu, pardon. Voilà, alors revenons à notre... ça m'évite de faire des retours en arrière, de l'avoir mis plusieurs fois, cette page. Plus on se développe, et plus le financement va se professionnaliser. Et moins il sera peut-être... Alors même si on continue à aller au-devant de la foule pour lever des ressources, il y a peut-être un moment où il faudra avoir affaire à des financiers bien plus professionnalisés, comme les business angels. C'est souvent les business angels. Alors, je n'ai pas fait de focus sur les business angels, parce qu'on est à la 9e édition, et vous en avez eu beaucoup déjà de présentations, et puis je crois qu'il y a un atelier qui va être proposé avec des business angels dans le cadre de ce mois de l'innovation. Donc, ce sont des personnes physiques qui ont réussi professionnellement et qui financent des projets entrepreneuriaux avec des idées préconçues à la base ou pas, et qui font participer. Là, c'est la vraie théorie du ruissellement. Ces personnes qui ont bien réussi ne s'achètent pas la énième maison ou le énième bateau. Ils ont une dimension sociale, économico-sociale qui est importante chez ces personnes-là. Et souvent, elles viennent en amont des capitals investisseurs. Souvent, c'est la sortie de business angels la sortie des business angels peut se faire par le rachat de leur participation par des capitals investisseurs et qui participeront ensuite plus tard à d'autres levées de fonds, à d'autres tours de table. Alors, on a vu le reward based, maintenant l'equity. Donc la foule, là maintenant, elle ne va pas recevoir une compensation en termes de services ou de produits, elle va être actionnaire. Et parfois, ça peut être un actionnaire représentatif. Mais l'actionnariat sera disséminé, comme lorsque l'entreprise s'introduit en bourse, alors que quand on a un capital investisseur en face de soi, ou un business angels, ou une association de business angels, tiens, je ne l'ai plus moi à l'écran. Je me retournerai. Je vais peut-être appuyer sur ce qu'il ne fallait pas derrière. Bon, ça ne marche plus là. Donc je vais tourner la tête pour voir où j'en suis. Mon pilote ne marche plus là. Donc la foule est sollicitée en tant qu'actionnaire. Les projets, en général, la phase de démarrage a été validée. Donc on a déjà une professionnalisation qui existe au niveau de la foule. Ce n'est pas forcément le même type d'investisseur qui vient là. Et le porteur de projet est capable de maîtriser son écosystème. Il a déjà combiné plusieurs ressources et plusieurs apporteurs de ressources, plusieurs types d'apporteurs de ressources. Donc voilà comment ça se passe. On a toujours la plateforme qui... je vais peut-être prendre le micro.
profiter de... Bon. Allô? Ça marche pas. Bon, bah, je vais me mettre un peu en biais. Quand la technique vous lâche. Donc il y a toujours la plateforme qui existera, qui va jouer et échanger. Ah super, merci. Qui va jouer, il y a d'autres pièges. Qui va jouer et échanger avec l'entrepreneur, puis avec les crowders. Et il y a beaucoup plus d'itérations en equity crowdfunding que dans le reward-based crowdfunding, puisque la plateforme peut très bien refuser d'introduire des projets pour lesquels elles ne sont pas convaincues. Et donc il y a des phases de pré-test, et puis le projet, la plateforme peut demander à l'entrepreneur d'améliorer son projet, et jusqu'à ce que... Il y a même des votes. Est-ce qu'on retient, on a 10 demandes d'entrepreneurs à un moment donné, la plateforme demande, on n'en introduit que 5 sur la plateforme, lesquels introduit-on? Il y a plusieurs modes de fonctionnement, et ça dépend aussi de la culture de la plateforme, des dirigeants de la plateforme, et puis des règles du jeu. La plateforme, là, elle se comporte comme une institution pour les entrepreneurs et pour la foule. Voilà. Et donc ensuite, la levée de fonds est organisée par la plateforme, mais toujours en interaction entre la foule et les entrepreneurs. Voilà. Et alors en fonction des objectifs, selon le modèle dans lequel on se situe, si l'opération réussit, s'il y avait un montant minimal concernant la levée de fonds qui est atteint, eh bien, la chose est faite, le deal is done, et la foule devient actionnaire et le projet est financé. Ça doit être un faux contact. Voilà. Alors les principales plateformes, je vous les liste là, les unes après les autres, par ordre alphabétique. Je ne suis pas du tout exhaustif. J'en ai pas la prétention. C'est les plus célèbres. Quand vous allez sur Internet, puisque tout se passe sur Internet, eh bien vous les trouvez, vous interrogez Equity Crowdfunding. Alors j'ai enlevé les plateformes, puisque je vous parle d'Equity Crowdfunding, j'ai enlevé les plateformes qui sont basées sur le prêt et sur le don. Il en existe d'autres. Toutes celles qui sont basées sur le don et sur le prêt ne figurent pas dans cette liste. Alors vous pouvez jouer, il y a une infinité de plateformes et elles sont toutes très 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 actives. Alors avec détail, c'est WeSeed qui semble être la plus importante. Et puis il y a Ulule, je crois, qui revendique aussi, donc une petite bagarre entre les deux. Voilà, alors pour conclure sur le crowdfunding, c'est un mode de financement, mais pas uniquement. L'intérêt, c'est de tester les futurs consommateurs, alors que l'on soit consommateur ou utilisateur au sens large, parce qu'on peut très bien demander un financement à la foule via une plateforme quand on s'inscrit en B2B. D'accord ? Donc ça peut être en B2C ou en B2B également. On améliore le projet, donc il y a une dimension financière, le projet est financé, on peut poursuivre l'aventure entrepreneuriale, avant même de se porter puis d'arriver au prototype, à l'expérimentation et au test. Mais on a un apport aussi de ressources cognitives. On a des crowdfunders, la foule peut nourrir la vision stratégique de l'entrepreneur, et à ce niveau-là, ça peut être très précieux. Alors qu'on va donner des actions à la foule, elle va nous apporter bien plus que le nominal des titres, elle va nous apporter des conseils, des réactions, un retour tout à fait précieux. Que l'entreprise cotée en bourse, à l'américaine, quand vous allez sur le Nasdaq, le marché ne vous répond pas, il ne communique pas avec vous. Alors que là, on a ce retour-là qui est tout à fait précieux. Et puis, donc, je reviens sur l'idée de mix. Il n'y a pas de chemin unique, universel, la meilleure voie possible par rapport à d'autres. Le fait de développer un mix est tout à fait pertinent. Alors ensuite, les business angels, j'en ai touché à un mot. Vous aurez d'autres propos à ce sujet-là. Et puis après, plus la maturité, plus le développement, plus l'entreprise se développe, plus son projet est avéré, et bien les nouvelles levées de fonds se font parce qu'elles sont plus importantes. Merci. Super. Elles se font, je vais continuer au micro, elles se font directement. Merci bien.
elles se font auprès de capital investisseur. Alors de capital risqueur quand on est encore dans les premières phases de développement d'entreprise. Et puis vous connaissez toutes les catégories de capital investissement. Donc il y a le seed, startup financing, le développement et puis la reprise. Mais là, c'est la transmission. On parle de jeunes projets innovants. On n'est encore pas à la transmission ici. Tout ce qui est LBO, etc., c'est bien plus tard et c'est un autre métier. Voilà, pour conclure, donc je répète que l'innovation est la source, ou sinon une source essentielle d'avantages concurrentiels. J'aurais dû rajouter durable, d'accord, parce que le but du jeu, c'est d'être suffisamment, d'avoir produit une innovation suffisamment radicale pour être rattrapé le plus tard possible. Vous avez tous ces objets dans votre poche, ou un équivalent. L'avantage concurrentiel qu'a construit Apple avec son iPhone a duré un certain temps, mais maintenant on a des substituts tout à fait intéressants à 2 ou 3 fois moins cher, voire plus. Alors le financement d'entreprises innovantes repose sur un mix. Il n'y a pas d'idéologie en la matière. Vous pourrez avoir autant d'expériences différentes que vous discutez avec de différents entrepreneurs, même si on retrouvera les tendances que j'ai évoquées avec vous. Tiens, il repart. Donc je me retourne à nouveau. Il faut s'adapter. Donc il est important de gérer ce mix dans le temps. Alors surtout que on a des statistiques qui sont faites par un certain nombre d'organismes, notamment chez Deloitte. Il y avait eu une belle étude en 2014, alors ça commence à faire, qui montre que cette fameuse vallée de la mort, c'est vérifié, au bout de 2-3 ans, c'est là qu'on a le plus de risques. Alors surtout quand on s'est bien développé, et puis que les tickets de financement sont à partir de 20 millions d'euros, on a un trou, on a un manque dans l'industrie du financement d'entreprises innovantes. Et là, il faut bien gérer l'affaire, sinon il n'y a rien de plus dramatique que de ne pas pouvoir financer sa croissance. On a un beau projet, on a un marché, les clients, que ce soit en B2B ou en B2C, sont satisfaits, mais on ne peut plus continuer. Donc ça, c'est assez dramatique, parce qu'on a toujours besoin d'apport. Quand on se développe, même au niveau financier, le BFR, il continue. Quand on part de très bas et que l'entreprise a une croissance importante, il faut le financer, le BFR. Est-ce que vous connaissez la société WeWork? Donc une société qui a été créée à New York il y a 10 ans. Non, en 2010, il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Et elle est partie de rien. Elle propose non seulement aux entrepreneurs et maintenant aux grandes entreprises de louer des locaux, mais elle propose une véritable communauté, puisqu'elle a des bureaux partout dans le monde entier, et vous pouvez communiquer en B2B, en B2C, avec tout un tas de partenaires utiles pour le développement de votre projet. Et puis elle offre des fonctionnalités classiques qu'offrent les centres d'affaires. D'ailleurs, c'est une grosse concurrence pour les centres d'affaires, qui ne sont pas très heureux de WeWork. Elle s'est créée en 2010. En 2016, elle faisait, fin 2016, 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc il y a des croissances parfois pour certains projets qui sont foudroyantes. Et si vous n'avez pas les reins solides au niveau financier, alors le facteur de succès, c'est l'idée, le concept, l'innovation, le nombre de trains d'avance que vous avez par rapport à la concurrence, mais aussi l'aspect financier peut être important. Voilà. Alors au niveau financier, on a cette chance en France d'être soutenu. Bon, il y a eu un gros point positif qui a été mis avec la création de BPI. On a regroupé plusieurs métiers, plusieurs fonctions qui étaient compartimentées auparavant. On a l'État au niveau national, les régions qui participent, l'ADEME, et puis on a les fondations. Les biotech, il y a des fondations qui financent des projets innovants. Je pense à tous les projets qui sont financés directement par le Téléthon, en liaison avec la recherche que fait directement les équipes qui sont mobilisées. Alors, je cite l'AFM, c'est celle qui m'est venue à l'esprit, mais il doit y en avoir d'autres. Alors, si on revient au tout début, à la genèse du projet entrepreneurial innovant, il y a une chose qui est claire, c'est que la finance, c'est un facteur de succès, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. La finance, elle est au service du projet entrepreneurial. Ce n'est pas une fin en soi.
Et donc, il vaut mieux pas chercher son financement trop tôt, il faut se préparer. Hein, mais ce n'est pas possible parce que vous avez de l'argent que vous serez génial. Donc il faut être génial et puis après convaincre de votre génie ou du génie de votre projet. Et puis les ressources mobilisées sont multiples. Alors même au niveau des capitaux investisseurs, vous avez des capitaux investisseurs qui sont financés par secteur d'activité et qui en plus des sommes, alors qui sont plus importantes que celles mobilisées par les business angels, en plus des financements qu'ils vous apportent, ils vous donnent du conseil. Ils vous font part de l'expertise qu'ils ont construite en finançant au cours du temps plusieurs projets dans le même secteur d'activité. Vous avez même des capitaux investisseurs, j'ai une doctorante sur ce sujet-là, qui marient ou qui créent des relations d'affaires et des relations financières entre les sociétés qu'elles ont en participation dans leur portefeuille. Donc il y a un rôle qui dépasse de très très loin le rôle strictement financier. Les business angels, on en a parlé, c'est tout à fait vital. Et alors les opportunités ou les perspectives. En perspective, ce que je note, c'est, alors je ne suis pas non plus exhaustif à ce niveau-là, c'est un certain nombre d'opportunités. Il y a le French Tech Visa. Hein, alors, on découvre petit à petit dans la presse financière ce dont il va être question. C'est le fonds qui va être créé par le gouvernement, qui va, après avoir cédé des participations non stratégiques dans des sociétés cotées, on va mettre les ressources dans un fonds qui va financer des projets innovants. Alors, c'est pas une simple, je trouve ça très très positif parce que c'est pas une simple substitution de ressources financières que l'on déplace dans des sociétés cotées dont on est actionnaire pour les mettre dans une fondation. Parce que la fondation va investir dans des projets innovants, de la même manière que le capital investissement rapporte bien plus que ce que rapporte l'industrie bancaire classique. Et là, de la même manière, les 10 milliards, ils vont faire des petits, parce qu'il y a des projets qui vont échouer. Mais ceux qui vont réussir vont permettre, au fond, de largement compenser les pertes subies par ailleurs. Et puis, s'il y a des projets qui marchent, la valeur des 10 milliards va accroître. Si les projets réussissent, il y aura peut-être une sortie par introduction en bourse, il y aura des dividendes de versés, et ça peut être tout à fait vertueux d'un point de vue strictement financier. En tant que contribuable, je suis très heureux de cette initiative. Vous avez aussi le développement de l'intérêt. Alors, on a toujours eu des fonds, des capitaux investisseurs anglo-saxons, étrangers qui venaient en France financer les projets non cotés, les entreprises, les projets innovants. Mais il y a quand même un développement notable. Hein. On a eu un doublement de ces levées de fonds par les fonds étrangers sur les 5 dernières années. Et c'est un point. Alors quand je vous disais qu'il manquait un segment de financement dans l'activité, dans l'industrie financière, de l'entreprise innovante, dans le financement des startups, une fois qu'elles grandissent, la tranche des 20 millions, ces fonds internationaux, c'est bien de savoir qu'ils existent et qu'ils participent de plus en plus. Parce que les tickets, ils peuvent répondre à des besoins de financement bien plus importants. Et puis, il y a le développement spectaculaire du corporate venturing. Toutes les sociétés cotées, même la Poste qui n'est pas cotée, qui est toujours une administration, a son fonds d'investissement. La Poste investit, veut se diversifier, puisque son métier traditionnel lui rapporte de moins en moins. Elle cherche à se diversifier et elle investit en tant qu'actionnaire pour financer des projets innovants, alors certainement dans le domaine des télécoms, ce genre de choses, mais pas que, j'imagine, comme elle essaye de se diversifier. Et puis toutes les sociétés du CAC 40, c'est un moyen pour elles de faire peut-être de la co-R&D, d'entamer, de stimuler des projets de recherche et développement mutuel, afin de ne pas supporter la totalité du coût de cette recherche et puis de bénéficier de l'expertise qu'on trouve dans les fintech en question. Alors dans l'industrie bancaire, on finance beaucoup en corporate venturing de fintech de cette manière, jusqu'à les racheter in fine quand elles marchent très bien. Voilà, pour ces quelques mots sur ce thème du financement de l'entreprise innovante et puis du degré d'innovation, alors qui se situe surtout dans ces plateformes d'equity crowdfunding, de faire appel à la foule pour financer des projets productifs risqués. Je vous remercie.